En avril 2009, un animé qui ne paye pas de mine avec des jeunes filles qui font de la musique devient rapidement un véritable phénomène autant au Japon qu'à l'international. Animé par un studio novateur qui confirme l'essai après déjà plusieurs succès à son actif, il devient un véritable marqueur culturel, engendre de nombreux mèmes sur internet et influence de nombreuses futures productions d'animés en laissant à jamais son empreinte dans la japanimation. En octobre 2022, un animé qui ne paye pas de mine avec des jeunes filles qui font de la musique devient rapidement un véritable phénomène autant au Japon qu'à l'international. Animé par un studio novateur qui confirme l'essai après déjà plusieurs succès à son actif, il devient un véritable marqueur culturel, engendre de nombreux mèmes sur internet et influence de nombreuses futures productions d'animés en laissant à jamais son empreinte dans la japanimation. Cet animé, c'est Bocchi the Rock. Entre K-On! Et Bocchi the Rock, la comparaison n'est pas juste évidente, elle est inévitable, tant les parallèles sont innombrables. Les deux animés sont des adaptations de mangas issus littéralement du même magazine de prépublication. Les deux sont des yonkoma, un format de manga comique en bande de 4 cases, qui requiert que leur adaptation comble les trous pour relier les scènes entre elles. Et justement, les deux ont vu leur animé sublimer leur matériel d'origine et propulser en orbite leur popularité, notamment en leur apportant ce qui leur manquait le plus. Bah oui, vous voyez bien qu'il manque un truc là, non? Mais si, regardez mieux. Enfin, écoutez mieux, y a pas de musique! En effet, les deux mangas ayant pour thème la musique, ils ont bénéficié d'une production de nombreuses chansons originales pour les génériques, mais également plusieurs scènes à l'intérieur de l'animé. Musique composée avec des instruments fournis par des sponsors comme Yamaha, fameuse marque japonaise d'instruments de musique. Les paroles sont aussi chantées par une ou plusieurs des doubleuses japonaises des persos principaux. Personnages dont les parallèles sautent aux yeux également. Toutes sont des lycéennes, notamment la protagoniste qui entre dans sa première année et veut en profiter pour changer son image. Dans les deux œuvres, on retrouve le duo d'une batteuse motivée, Ritsu et Nijika, leaders du groupe, et de sa meilleure amie, Mio et Ryo, une bassiste plus réservée, qui rêve de former un groupe de musique ensemble. Elle rencontre par hasard le perso principal, Yui Bocchi, une fille à la personnalité particulière qui deviendra leur guitariste, ainsi qu'une quatrième fille à la bonne humeur contagieuse, Mugi et Kita, qui viennent compléter leur quatuor. L'une d'elles vient également d'une famille de la bourgeoisie, Mugi et Ryo. Ensemble, elles vont former les groupes Hokago Tea Time et Kessoku Band. Lors de leur première rencontre, les deux groupes partent sur une première impression mitigée avec littéralement le même gag entre Yui qui trouve que le groupe ne joue pas très bien et Bocchi qui déçoit ses camarades lors de leur première répétition. Une fois réunies, elles vont s'entraîner ensemble, trouver un petit boulot pour payer les frais nécessaires au fonctionnement de leur groupe, puis commencer leur première représentation, supervisée par une adulte qui avait son propre groupe de musique auparavant. Elles vont finir par jouer au festival du lycée, qui, malgré leur appréhension, va être un véritable succès, jusqu'au dernier gag, lors duquel un des personnages fait une chute. Je l'ai déjà évoqué au début, mais les deux animés sont devenus de véritables phénomènes, notamment sur internet. Ils ont chacun confirmé la maîtrise de leurs studios d'animation respectifs, Kyoto Animation et Cloverworks, au pic de leur talent, et pilotés par de jeunes animateurs et réalisateurs passionnés qui ont su apporter leurs pattes, tels que Naoko Yamada et Keiichiro Saito. Le succès des deux œuvres ont lancé ou relancé une vague d'animés avec des persos féminins qui font de la musique, ainsi que sans doute inspiré nombre de vocations musicales chez leurs fans, en plus de représenter l'apogée du style moe dans la japanimation. Les personnages mignons avec des défauts qui donnent envie de les protéger. Ouf, voilà, ça c'est fait, ça fait énormément de points communs. Mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'avoir oublié un truc important. Ah oui, elles sont toutes lesbiennes aussi. En effet, K-On! Et Bocchi the Rock sont tous deux des représentants du genre Yuri, les mangas mettant en scène des relations plus ou moins explicites entre des personnages féminins. Et c'est ni une interprétation ni un hasard, car tous les deux viennent d'itérations différentes de la série de magazines seinen de prépublication Manga Time Kirara, spécialisée dans les séries yonkoma avec un casting quasi exclusivement féminin. On n'est donc pas étonné de voir les personnages devenir de très bonnes amies selon les historiens. Avec cette origine commune, vous comprenez sans doute que la plupart des ressemblances entre K-On! Et Bocchi the Rock s'expliquent par le fait que le second est l'héritier direct du premier. Après avoir débuté dans un magazine shoujo, Aki Hamaji, l'autrice de Bocchi, s'est dirigée vers Manga Time Kirara, entre autres parce qu'elle y avait découvert K-On! Dessiné par l'autrice Kakifly, manga qui l'a évidemment inspiré. Elle a notamment inclus des références directes, comme le fameux saut collectif des persos principaux, présent dans les génériques de toutes les adaptations de mangas issus du Manga Time Kirara, devenu une tradition depuis K-On! Et censé être une garantie du succès de l'anime. Après, en dehors de l'héritage évident, beaucoup des ressemblances que j'ai citées sont au fond relativement superficielles. Et si vous demandez aux gens qui ont vu les deux animés, ils vous diront qu'au-delà des apparences, K-On! Et Bocchi the Rock sont des œuvres foncièrement différentes.
J'irais même plus loin en affirmant que Bocchi est une évolution de K-On, chaque œuvre reflétant un état d'esprit différent de la société lié à son époque, malgré le fait qu'il n'y ait que 13 ans de différence entre les deux. Putain, 13 ans, ça commence à dater. C'est 13 ans de différence par rapport à 2022. K-On, ça fait 16 ans que c'est sorti. Mais c'est pas possible, K-On c'est sorti quand j'étais au lycée, oh putain ça fait 16 ans. Première différence évidente, dès la saison 1, un 5e membre du groupe rejoint les persos de K-On, Azusa, qui vient combler les lacunes de Yui en guitare, et n'a pas vraiment d'équivalent dans Bocchi the Rock. Même si une théorie circule sur internet comme quoi P.A.-san, la régisseuse son de Bocchi the Rock, dont on ignore le nom, serait une référence à Azusa, car les deux partagent la même date de naissance, voire que ça serait Azusa elle-même une fois adulte, ce qui impliquerait que les deux univers de K-On et Bocchi the Rock sont les mêmes. C'est un hasard. Il y a beaucoup de personnages de manga et d'anime qui partagent des dates de naissance car les auteurs aiment leur donner des dates symboliques. Comme le 11 novembre, non pas pour l'armistice, mais parce que c'est le Poki-Day au Japon. D'ailleurs, tant qu'on est sur les personnages, je savais pas où le caler, alors ça sera ici. Si dans K-On, les couples qu'on peut ship sont plutôt évidents, Ritsu et Miyo, Yui et Asusa, ou encore Mugi avec tout le monde car c'est la best girl, et non c'est pas juste grâce à ses sourcils, l'anime Bocchi the Rock réussit l'exploit de pouvoir ship sans aucun problème les 4 personnages principaux entre eux dans toutes les combinaisons possibles. Bocchi qui s'est ouverte grâce à Nijika, qui lui apporte du soutien, Bocchi et Ryo qui sont proches en termes de personnalité et partagent l'écriture des paroles, Bocchi qui apprend la guitare à Kita, qui la complète parfaitement, Nijika et Ryo qui sont de très proches amis d'enfance, Kita qui est plus ou moins amoureuse de Ryo qui profite de son affection, et même Nijika et Kita qui s'entendent parfaitement. Franchement, il n'y a aucun couple potentiel qui est à jeter, faites-vous plaisir. Autre différence majeure, même si elles sont au lycée, leurs groupes se forment dans des contextes totalement différents et pas du tout dans le même but. Dans K-On, Hokago Tea Time est formé dans le cadre du K-On-bu, le club de musique légère du lycée, et ses membres n'ont pas spécialement d'ambition. En dehors de la fête du lycée, elle participe bien à quelques festivals, et dans la suite du manga, elle continue de jouer au sein d'un club à l'université, mais elles n'ont jamais eu vocation à devenir professionnelles. Tout le contraire de Keisoku Band, groupe formé en dehors du lycée, et dont les membres annoncent dès le début leur but d'entrer dans le monde professionnel de la musique, afin de vivre de leurs chansons. Cette différence de volonté se traduit d'autant plus dans l'importance qu'a la musique à travers les thèmes et la mise en scène des deux animés. Dans K-On, les personnages passent le plus clair de leur temps à boire du thé et manger des gâteaux, plutôt qu'à répéter leurs chansons. Les scènes de musique sont peu nombreuses et souvent pas très longues, quand elles ne sont pas tout simplement ellipsées. Il s'agit davantage d'un animé tranche de vie autour du thème de la musique, plutôt qu'un animé de musique à part entière. Dans Bocchi the Rock, au contraire, les personnages ne parlent et n'agissent quasi qu'autour de leur activité musicale, et les moments où elles font autre chose sont l'exception. Les scènes où elles jouent arrivent très régulièrement, et ce sont des moments clés de l'intrigue, en plus d'avoir une animation très détaillée. De plus, les noms de famille des 4 persos principaux viennent des membres du groupe Asian Kung Fu Generation, un des groupes de rock les plus connus du Japon. Et dans le manga, chaque couverture de chapitre est une référence à un clip d'une musique japonaise de rock. Clairement, les deux groupes ne jouent pas dans la même catégorie malgré le fait qu'ils partagent le même style, le rock. Le rock, c'est t'arrives, bon, t'as une guitare et tu sais pas si elle va marcher, c'est ça le rock. Tu prends des risques, t'as peur. Hein. Ce soir, tu vas jouer, peut-être que ton batteur il va pas venir, tu sais pas. Bon. Mais toi, faut que t'assures, parce que t'as 10 000 personnes ce soir et t'attendent. Mais même à ce niveau-là, leur style de rock est différent et reflète leur état d'esprit respectif. Alors, je précise que j'y connais rien en musique, et que je me base uniquement sur mon impression et ce qu'on peut comprendre des paroles de leurs chansons. Dans K-On, sauf exception, leur style est très léger et les paroles écrites par Mio tournent autour de trucs mignons. On est plutôt dans le côté profiter de sa jeunesse pour faire des trucs qu'on aime bien sans se prendre la tête, de la musique rock, ce qui correspond parfaitement à l'atmosphère de l'animé. A l'inverse, dans Bocchi the Rock, la musique et les paroles s'inscrivent en opposition à cette vision optimiste des années lycée, donc plutôt dans le côté contestataire du rock. Et ça s'explique très bien quand on compare les deux personnages principaux, Yui et Bocchi. Yui est une jeune fille enjouée, mais tête en l'air et maladroite. Son seul intérêt dans la vie, c'est faire des trucs amusants parce que c'est amusant. Elle n'a aucun souci dans sa vie en dehors de choisir dans quel ordre elle va manger ses gâteaux au club de musique. Certains fans sur internet considèrent qu'elle présenterait un TDAH.
trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Et en effet, on retrouve chez elle pas mal de comportements qui y correspondent. Cependant, rien n'est officiel, et elle s'inscrit simplement dans l'océan de personnages de fiction qui ont des traits de personnalité neurodivergents, généralement involontaires de la part de leurs auteurs. Par contre, Yui possède officiellement l'oreille absolue, car elle est capable d'accorder sa guitare sans instrument. Hitori, ou Bocchi de son côté, souffre officiellement d'une grave anxiété sociale. Elle n'est pas juste timide, elle ne sait littéralement pas communiquer avec les gens, ce qui fait qu'elle n'a jamais eu d'amis et n'a jamais pu forger de souvenirs positifs de sa jeunesse. Cette anxiété l'amène à rejeter de façon épidermique les chansons aux paroles légères, et elle se servira de ce ressenti pour écrire des textes exprimant ses difficultés à trouver sa place dans ce monde. Il faut bien comprendre que Bocchi n'est pas juste introvertie, contrairement à Ryo qui apprécie être seule. Bocchi souffre de sa solitude, elle souhaite interagir avec les gens, et même devenir populaire, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle se met à jouer de la guitare, en s'entraînant toute la journée durant ses années de collège. En un sens, elle partage ce trait de personnalité avec Shinji dans Evangelion, et son fameux syndrome du hérisson. Bocchi veut se rapprocher des gens, mais plus elle se rapproche, plus elle en souffre. Ce qui rend d'autant plus intéressant cette référence directe à Evangelion avec la scène du plafond. En 2022, Bocchi est une nouvelle représentante des persos féminins asociaux, un archétype qui a gagné en popularité ces dernières années, même si d'autres existaient avant, comme dans Hidori Bocchi no Maru Maru Seikatsu ou encore Tomoko de Watamote. Et c'est pas si étonnant que ce genre de personnage devienne populaire quand on connaît l'état de la santé mentale dans le monde actuel. En effet, je pense qu'à la fois les différences et les liens entre K-On! Et Bocchi the Rock sont représentatifs de l'évolution de notre société. Je m'explique. K-On! Ça sort à la fin des années 2000, une époque relativement sereine pour les lycéens. Les derniers événements traumatisants sur le territoire japonais remontent à 1995, avec l'attentat du métro de Tokyo et le séisme de Kobe. La décennie perdue s'est terminée, et le Japon évite l'épidémie de SRAS de 2003 qui frappe la Chine et les pays alentours. Alors, il y avait toujours des conflits dans le monde, quelques faits divers morbides au Japon et la crise des subprimes en 2008, mais globalement, d'un point de vue d'un lycéen japonais de l'époque, c'est plutôt tranquille, et les personnages de K-On! Reflètent bien cet état d'esprit. Yui et ses amies sont assez insouciantes, et la musique n'est pour elles qu'un passe-temps. Une fois leurs études finies, elles rentreront dans le moule en intégrant le monde du travail ou devenant femmes au foyer, ce qu'attend la société d'elles. Aucun esprit contestataire, aucune remise en question de leur société, elles profitent simplement de leur jeunesse avant de rentrer dans le rang. L'anime Bocchi the Rock sort lui en 2022, et depuis 2009, il s'en est passé des choses. Le séisme et le tsunami de 2011, entraînant la catastrophe nucléaire de Fukushima, désastre le plus meurtrier du Japon moderne, l'éruption du mont Ontake en 2014, éruption la plus meurtrière du Japon depuis 1902, l'incendie criminel du studio Kyoto Animation en 2019, celui-là même qui avait produit K-On! Et causant 36 morts. Puis, vous en avez sans doute entendu parler, en 2020 arrive une certaine pandémie mondiale, qui fait des dizaines de milliers de morts dans le Japon, cause le report des Jeux Olympiques de Tokyo, et, en dehors de cet événement, fait fermer les frontières du pays jusque octobre 2022, ironiquement, date à laquelle Bocchi the Rock commence à être diffusé. Ce dernier événement impacte gravement la santé mentale dans le monde entier, et notamment au Japon, où il provoque carrément une épidémie de suicide. Et dans ce contexte de dégradation de la santé mentale, les gens sont forcément plus aptes à se reconnaître à travers des personnages présentant des troubles comme l'anxiété. Et c'est dans ce contexte qu'arrive Bocchi the Rock. Cette adaptation regroupe toutes les qualités pour être un animé de réconfort. C'est un animé comédie tranche de vie, avec des filles mignonnes qui font des trucs mignons, et dont le perso principal, Bocchi, est taillé sur mesure pour faire s'identifier le spectateur. Bocchi est d'autant plus attachante qu'on sent toute la passion dont sa version animée a bénéficié, car il y a pas mal de différences notables avec le manga. Déjà, au tout début, elle a droit à une introduction bien plus développée qui nous montre son enfance et permet de mieux la comprendre. D'une manière générale, dans l'anime, Bocchi est beaucoup moins sexualisée. On ne la voit pas dénudée, on ne voit pas sa culotte quand sa jupe se lève, et son chara-design est beaucoup moins moé. Et je ne pense pas que ce soit une question de censure. Non, je pense que les gens qui travaillaient sur l'anime ont surtout voulu mettre l'emphase sur les autres aspects de l'œuvre plutôt que le peu de fanservice
présent surtout au début du manga. Je pense aussi qu'en tant que perso qui cherche à faire s'identifier le spectateur, elle est bien plus respectée. On n'entend pas certaines remarques désobligeantes de figurants dans le manga, et dans la scène où elle met une robe, ses amis ont une réaction bien plus positive que dans le manga. En bref, Bocchi est choyée dans cette adaptation, même si ça rééquilibre sans doute peu avec tous les moments où elle prend cher. D'ailleurs, même si elle souffre officiellement d'anxiété sociale, la représentation de ce trouble est évidemment exagérée et pas représentative de la réalité, avec de magnifiques scènes d'animation avant-gardistes. Sa timidité maladive, son allergie à tout ce qui pourrait constituer un bon souvenir de jeunesse chez un lycéen japonais lambda, et son refus de la facilité d'écrire des paroles joyeuses niaises juste pour devenir populaire, amène un grand nombre de spectateurs à ressentir de l'empathie pour son personnage. En mode « elle est tellement comme moi pour de vrai, she's just like me for real ». Bocchi ne veut pas se fondre dans cette société qui ne lui correspond pas. Elle ne veut pas trouver un vrai travail. Elle veut obtenir la reconnaissance d'autrui par ses propres moyens, à travers sa passion qu'est la musique. Bocchi représente cette nouvelle génération contestataire de jeunes qui en ont marre de devoir s'adapter à un monde qui les rejette et leur cause du mal. D'autant plus que la technologie actuelle permet de partager sa passion au plus grand nombre, voire d'en vivre. Et oui, là où les lycéens japonais de 2009 ont encore leur téléphone à clapper, en 2022, les stars d'internet, ce n'est plus nouveau. À l'image de Bocchi qui commence à se faire connaître et à gagner de l'argent en publiant ses covers de guitare électrique, et plus tard à l'image de son groupe qui comptera notamment sur la viralité de leur clip musical pour se professionnaliser. Bocchi n'incarne pas que le mal-être de cette jeunesse, mais aussi sa colère de devoir toujours faire plus de trucs dénués de sens, dans un monde en train de brûler pour la simple raison que la génération précédente faisait de même. C'est pour ça que Bocchi a touché autant de gens, et c'est pour ça qu'ils se disent « Bocchi, elle est tellement comme moi ». Mais nous, sommes-nous vraiment comme Bocchi? Le piège serait de considérer que Bocchi s'enferme dans sa marginalité pour refuser la vie en société, car ce n'est pas ce qu'elle fait. Aussi solitaire que l'on soit, on ne peut pas faire société seul. Bocchi ne veut pas juste refuser de jouer le jeu, elle veut créer sa propre version des règles, une version qui lui correspond. Malgré toutes ces difficultés, Bocchi évolue irrémédiablement, par elle-même déjà, en s'entraînant la guitare, puis à travers les nouvelles amitiés qu'elle forge grâce à la musique. Bocchi s'épanouit dans sa passion et inspire d'autres personnes à faire de même, sans renier sa personnalité, ni se couler dans un moule dont elle ne veut pas. Elle forge sa propre place dans une société qui n'en avait pas prévu pour elle. Alors non, rien à voir avec des conseils de merde de coach en développement personnel, sorti d'une école de commerce qui lui a appris à comment arnaquer les gens. Il n'y a pas un mode d'emploi pour s'épanouir dans la vie. Au contraire, Bocchi nous invite à trouver notre propre façon d'évoluer en s'appuyant sur ce qui nous plaît. C'est marrant parce que j'ai techniquement le même âge que les personnages de Keion qui sont nés en 1991. Et comme elle, à l'époque, je me contentais du monde tel qu'il était. Et je m'imaginais un destin tranquille tout tracé où je fais des études, puis je trouve un travail ayant un rapport avec mon diplôme pour me fondre dans une vie normale. Eh bien, apparemment je suis né trop tôt, parce qu'aujourd'hui c'est de Bocchi dont je me sens plus proche. Alors, sans atteindre son niveau d'anxiété sociale, en réalité je ressemble davantage à Ryo qui se complaît dans sa solitude, je me suis plutôt reconnu dans ses moments de doute et son envie de partager sa passion sur une chaîne YouTube jusqu'à trouver un début de popularité. Et aujourd'hui elle m'inspire non seulement à me lancer dans une nouvelle passion, mais aussi à faire des compromis avec les défauts de notre société, en gardant une volonté de changer celle-ci pour qu'elle s'adapte à nous et pas l'inverse. Non, au fond Bocchi n'est pas tellement comme nous. Bocchi a appris d'un instrument en autodidacte, elle s'est faite des amis, elle arrive à jouer sur scène malgré son anxiété sociale, et sans trop spoiler le manga, son groupe de musique commence à bien marcher. Bocchi arrive à modeler la société autour d'elle pour pouvoir être acceptée telle qu'elle est. Finalement, c'est peut-être nous qui devrions chercher à devenir un peu plus comme Bocchi.